Madame, Demoiselles et Messieurs, chers internautes, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire préféré face aux internautes. Rendez-vous au cours duquel notre invité répond aux préoccupations multiformes de nos internautes à l'effet de mieux renforcer ce lien quasi sacré et communautaire qui prévaut depuis quelque temps déjà. Aussi, il convient de préciser d'emblée que notre émission sera structurée en 3 phases. Phase de réponse aux questions des internautes, lesquelles questions qui ont été recensées sur nos différentes plateformes, Facebook, Instagram, YouTube. La deuxième phase de l'émission portera sur la réception des préoccupations des internautes en ligne, lorsque, bien évidemment, le standard sera ouvert. Et la troisième phase sera la phase de synthèse des réponses de notre invité, où nous nous prêterons au jeu de récapituler les propos de notre invité. Et en parlant d'invité, chers internautes, vous l'aurez compris, nous sommes en face d'une grosse pointure. Il est homme politique, pionnier évident du renouveau panafricaniste. Lui, c'est le président national du nouveau mouvement populaire. Eh bien, monsieur le président Balakani, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon cher Cédric. Je suis particulièrement content de me retrouver en face de vous et votre co-intervieweuse, comme ça qu'on dit dans le jargon. Nous avons déjà dit à la communauté que c'est aussi un espace de formation. Et quand je vois défiler de jeunes hommes, de jeunes femmes qui se succèdent sur notre podium, ça me fait chaud au cœur. Donc, je suis très heureux d'être en face de vous. Profite de l'occasion pour saluer les internautes, les abonnés et toutes les personnes qui, de près ou de loin, soutiennent ce que nous faisons. J'ai une pensée pour l'équipe de veille stratégique qui fait un travail extraordinaire. C'est pas facile. Donc, vraiment, je voudrais qu'ils trouvent ici ma reconnaissance pour les efforts qui sont faits. Le travail de veille est très difficile. D'accord. Souvent, quand nous dormons, eux, ils travaillent pour s'assurer que ce que nous disons ici ne soit pas l'objet d'erreurs qui pourraient nous être préjudiciables. Donc, je les salue. Je salue tous les autres, tous ceux qui, dans le monde entier, sont avec nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. Je salue l'équipe technique. C'est grâce à eux, c'est grâce à elles que les conditions techniques sont réunies pour que nous puissions travailler. En ne perdant pas de vue l'objectif que nous nous sommes fixés, la raison d'être de nos plateformes, l'indépendance numérique de l'Afrique. D'accord, Monsieur le Président, l'indépendance numérique de l'Afrique. Et en face d'une personnalité de votre acabit, je ne prendrai pas le risque d'être seul. Voilà pourquoi j'aurai mon renfort à moi. Je serai accompagné, vous l'avez dit tout à l'heure, d'une charmante dame. Elle, c'est Madame Panieré Bénédicte. Alors, Bénédicte, bonsoir, bienvenue. Et c'est un plaisir de partager cette aventure avec vous. Merci, Monsieur Tchionou. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous avoir dans le cadre de cette émission Face aux internautes. Une émission qu'on ne présente plus, une émission très sollicitée par nos internautes. Bien sûr, nos internautes auront certainement des questions, des choses à rapporter pendant cette émission. Et je crois que c'est aussi un plaisir pour eux d'avoir le président Balakani sur le plateau pour apporter des éléments d'éclaircie pour les questions qui taraudent leurs esprits. Alors, Monsieur le Président, c'est un plaisir pour moi d'être face à vous ce soir. Bonsoir. Le plaisir est partagé, je l'ai dit à l'entame de l'émission. D'accord. Monsieur le Président, entrons donc de plein fouet dans la première phase de notre émission portant sur la réponse aux questions des internautes recensés sur nos différentes plateformes. Nous embrayons ainsi la question de notre ami Oscar Yombo depuis la France, qui dit, je cite, « Bonsoir, Monsieur le Président. À l'issue d'un conseil de ministres ce mercredi,
le chef d'État français a indiqué que la violation de la souveraineté du Groenland par les États-Unis entraînerait des conséquences en cascade qui seraient inédites. En réaction, le président des États-Unis, le très sulfureux Donald Trump, a déclaré « Si Emmanuel Macron s'oppose à l'annexion du Groenland par les États-Unis, nous le capturerons comme nous l'avons fait au Venezuela. » Il convient ici de relever que le président français n'a aucunement dénoncé l'enlèvement et la déportation du président Maduro, qui s'est pourtant fait au mépris et en violation du droit international. Alors, Monsieur le Président, la question est, quelle est votre analyse de ces deux déclarations faites par les présidents des pays majeurs de l'Occident collectif? Mais tout d'abord, je tiens à rappeler notre position sur cette affaire. Ce qui s'est passé avec le président Maduro, sous réserve de tout ce que nous suivons relatif à la manipulation de l'intelligence artificielle pour produire des images, sous réserve de voir jusqu'à où ces images-là auraient été utilisées. Et d'ailleurs, ceux qui nous suivent se souviendront que nous avons été très cohérents depuis le déclenchement de cette affaire. Pour nous, il n'y a rien eu au Venezuela. Nous sommes cohérents, on l'a dit. Carrément. Non, nous l'avons dit. Nous l'avons dit dès que l'affaire s'est déclenchée. Parce qu'évidemment, nous, même si on n'avait pas tous les éléments dans la main, on avait en arrière-plan l'action de l'intelligence artificielle. Maintenant que les contradictions s'aggravent dans leur camp, eux-mêmes commencent à dénoncer la possibilité de ce que l'intelligence artificielle ait joué un grand rôle dans tout ce qu'on nous a présenté concernant la capture du président Maduro. Ce sont les médias français qui sont en première ligne pour nous dire si voilà, c'était l'intelligence artificielle, les images truquées, etc. Donc, sous réserve de tout ça, notre position est claire. L'action, ce qui s'est passé à Maduro est inacceptable. Inacceptable. Et Maduro doit être rétabli dans ses fonctions immédiatement. D'abord, en réponse à la réaction de l'État vénézuélien, qui a assuré la continuité de l'État, en étant ferme sur le fait que c'est Maduro le président. La présidente intérimaire a été claire là-dessus. C'est un principe des relations internationales, c'est un principe en termes d'usage de coutume internationale. Ce qui s'est passé avec Maduro relève du pur gangstérisme d'État, du banditisme d'État. Il doit être rétabli immédiatement dans ses fonctions. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons interpellé les autres puissances, à savoir la Chine, la Russie et les autres. Nous avons dit que leur crédibilité était engagée. Pas parce qu'elles ont fait ou n'ont rien fait en rapport avec cette capture. Nous avons bien fait la part des choses. Mais par le fait que c'est un principe de la Charte des Nations Unies, c'est un principe des relations internationales. Laisser cette affaire passer comme ça, c'est tuer la fonction présidentielle et ça voudrait dire que la Russie et la Chine ne croient pas au droit international et de ce fait perdraient leur crédibilité en partie si M. Maduro n'était pas ramené dans ses fonctions. Ce sont nos principes. D'accord. Nous considérons Donald Trump depuis ce moment-là comme un gangster, comme un bandit. On ne peut pas considérer quelqu'un comme étant président si lui ne considère pas. S'il viole aussi sauvagement et grossièrement ses devoirs, non seulement à l'égard des autres États et autres présidents, puisque on parlait des pairs, les pairs, c'est-à-dire entre pairs, il y a des principes, il y a des manières de se comporter entre les pairs, entre chefs d'État. Je ne voudrais pas revenir sur les questions liées au principe d'immunité souveraine. On n'arrête pas un chef d'État en fonction. C'est encore plus grave de le capturer et de l'enlever. Donc c'est quelque chose d'inacceptable. Ça, c'est notre principe, ça, c'est notre position de principe. Maintenant, quand je l'ai dit,
Je reviens donc sur la question de mon ami Oscar Yombo. D'ailleurs, j'étais sur la question. J'étais simplement en train d'introduire la question, ma réponse. Pour revenir donc à notre ami, c'est clair, moi, nous on rit. Hein, nous on rit, mais nous rions sérieusement. Parce qu'il y a très longtemps que le NMP a très tôt annoncé la chute de l'Occident. Au niveau du NMP et de l'Union panafricanisme, si avant nous, des auteurs ont annoncé le déclin de l'Occident, ont écrit, mais nous avons été en première ligne pour l'annoncer de manière, c'est-à-dire avec un rythme ininterrompu. Nous l'avons affirmé, c'est un peu comme si c'était notre cœur de métier, pour utiliser une expression qui n'est pas souvent usitée en politique, notre cœur de métier, c'est-à-dire que nous n'avons pas cessé de marteler la chute et la fin de l'Occident quand personne ne l'envisageait. Quand personne ne l'envisageait. Et un des caractères, ou bien un des indicateurs de cette chute, c'était ce que nous avons appelé la sécession au sein de l'Occident. Et nous avons écrit des textes là-dessus qui ont été présentés lors des événements du NMP. La sécession de l'Occident. Okay. Donc, cette sécession s'aggrave. Elle s'aggrave et elle est factuellement consacrée par le document de stratégie de sécurité nationale américaine qui a été publié il y a quelques semaines, dans lequel Donald Trump est clair. Non seulement il acte l'incapacité de l'Amérique de continuer à être le gendarme du monde, à être la première à assumer des rôles de responsabilité au niveau du leadership mondial, c'est-à-dire qu'il acte la fin de la prédominance unipolaire des États-Unis. Mais en plus, là-dedans, c'est fait comme jamais auparavant. C'est bien écrit que le divorce entre les États-Unis et l'Europe est une réalité. L'Europe y est décrite dans ce document-là avec des termes qu'on n'a jamais employés auparavant, avec des termes très durs et très nets. Donc, la division au sein de l'Occident est un fait. L'Occident est en morceaux aujourd'hui. Ils sont en morceaux aujourd'hui. C'est pour ça que je ne suis pas surpris par ce que relève notre ami Oscar Yombo. Maintenant, il faut s'assurer si les propos de M. Macron ne relèvent pas d'une simple posture. Monsieur le Président, en parlant même de cette posture-là, vu la témérité de Donald Trump sur l'affaire du Groenland, et qui a rappelé d'ailleurs dans une de ses sorties sur son réseau social, Truth Social, que le Groenland, pour reprendre ces mots, que le Groenland est une nécessité vitale pour son projet de bouclier anti-missile d'or. Et lorsqu'on regarde cette témérité-là, lorsqu'on regarde le ton martial de Macron, qui semble mettre en garde fermement sur les vérités américaines au Groenland et promet les conséquences en cascade inédites dans le cadre de cette violation de la souveraineté du territoire, on est en droit de se poser la question, Monsieur le Président, sur quoi Macron compte? Sur rien. Moi, pourquoi je tente de vous dire que ce sont des postures. Et Macron, là, il est totalement discrédité sur la scène internationale. C'est connu. Et ce discrédit s'étale depuis au moins 3 ans. Hein. Depuis au moins 3 ans. Et même au-delà. Donc Macron n'a aucune crédibilité. À l'intérieur, il est vomi par le peuple français. Il est vomi. Il est rejeté. Hein. Alors, donc, il lui reste le terrain international pour essayer d'exister. Malheureusement, sur ce terrain-là, depuis l'élection de Trump, il est totalement, c'est-à-dire, à chaque fois qu'il pointe sa tête, on lui verse, comment dire ça, de l'eau noire. On lui verse de l'eau noire sur le visage pour dire qu'on ne va pas te voir, si tu ne vaux rien, tu ne représentes rien. Je ne reviens pas sur tout ce que le président Poutine nous a fait voir concernant la prétendue valeur diplomatique de M. Macron. Le président Poutine, à chaque fois, il l'a remis à sa place en nous enseignant beaucoup de choses. Donc, M. Macron est dans une posture. C'est une posture, on sait que ça ne vaut rien. La France n'étant pas en capacité de tenir tête à Donald Trump.
Alors, comme cela s'est vu lors de la fameuse crise des tarifs douaniers, la guerre douanière, on a vu comment l'Europe, après avoir braillé, et allait se mettre à genoux à Washington, c'est-à-dire en se déshabillant carrément devant Donald Trump. Ils se sont déshabillés. Ils l'ont même donné même plus qu'ils ne demandaient. Monsieur le Président, en parlant de déshabiller, quand on regarde la posture qu'ils ont eue sur le cas du Venezuela, J'allais arriver, allez-y. Et l'internaute d'ailleurs l'a carrément souligné. Est-ce que cette prétendue défense de la souveraineté à tête chercheuse du cas du Groenland, est-ce qu'il s'inquiète vraiment justement de la situation du Groenland? C'est ce que je dis quand je parle de posture. Une posture, c'est une position qu'on prend parce qu'on n'a pas le choix. Il est quand même président, même s'il est conscient qu'il ne vaut plus rien, il doit quand même parler. Ce n'est qu'une posture. D'ailleurs, si le Venezuela, pour le joindre de mon ami Oscar Yombo, il a eu au moins 15 oppositions. Macron a eu, c'est-à-dire, c'est un tissu d'incohérence qu'il a aligné en quelques jours sur la question. Il s'est aligné dans un premier temps, s'est déshabillé devant Trump. Après, au point d'être en décalage avec son ministre des Affaires étrangères, quand il s'est rendu compte que c'était intenable, il a fait rétropédalage. Donc, c'était déjà trop tard, ça. Donc, il n'a même pas de position. Donc, le problème, ce n'est pas Macron. Il est en train d'anticiper sur ce qu'il espère. Il espère que le Groenland va susciter un nouvel élan européen, un sursaut de fierté de la part des Européens pour dire on n'est pas ici au Venezuela. Le Venezuela, c'est l'Amérique latine. En Europe, quand même, M. Donald Trump, tu ne peux pas faire ça ici. D'accord. Il croit à ça. Et il aimerait être, comme d'habitude, être au devant de cette dynamique au nom de la France. Donc, c'est ce qu'il espère. Mais si Donald Trump, ce que vous appelez la témérité de Donald Trump, que je qualifie de pure sauvagerie et de barbarie, parce qu'il ne faut pas jouer le jeu d'un certain discours, de certaines habitudes qui veulent, parce que c'est le président des États-Unis, quand il commet des crimes, ça devient plutôt des actes d'héroïsme. Merci. C'est-à-dire quand il commet des crimes, ça devient un acte d'héroïsme. Il fait n'importe quoi, on a tendance à vouloir transformer ça en acte d'héroïsme parce que c'est le président américain. Non. Il faut être extrêmement ferme envers Donald Trump. Il faut être d'une fermeté extraordinaire envers ce voyou. C'est ce qu'il est. Il y a des principes, on ne les négocie pas comme ça. Voilà. Il faut être extrêmement clair. Ce que Donald Trump fait relève de la pure sauvagerie, de la pure barbarie. C'est dans la pure tradition de la sauvagerie des Yankees, de l'État américain. Donc, il n'y a pas à qualifier ça de témérité, il n'y a aucune témérité. Elle est basée sur quoi? Elle est basée sur quoi? Donc, le vrai débat aujourd'hui, c'est de savoir comment les États dans le monde entier attendent, qu'est-ce que les États attendent pour qu'il y ait une réaction générale des États. On n'est pas naïf, mais au moins sur la question du respect d'un certain nombre de principes élémentaires de la vie internationale, on s'attendrait qu'il y ait une levée de bouclier au niveau international pour qu'on remette ce voyou à sa place. Et d'ailleurs, il est surprenant que ce soit à l'intérieur des États-Unis, dans le camp même de Trump, les républicains, que des voix s'élèvent pour dire qu'il faut arrêter ça. On l'a vu lors de la dernière, au niveau du Sénat américain, des voix s'élèvent pour dire qu'il faut arrêter ça. Il y a une résolution qui est en cours au sein du Sénat pour essayer d'arrêter, de modérer, de dire que désormais pour intervenir, tu dois avoir notre accord. Bon, on ne sait pas ce que ça va donner, mais il y a au moins ça. Mais on est dans le monde entier, les présidents se taisent, chacun se tait dans son coin, d'une espèce de réalisme qui relève de la lâcheté et de la trahison des principes élémentaires de la vie internationale. Même s'il n'y avait pas l'ONU, on ne saurait accepter des choses comme ça au XXIe siècle. Donc, au-delà de Macron, on s'en fout de Macron, c'est un petit mondialiste, propriété privée d'une famille. Moi, quand quelqu'un a la propriété privée d'une famille, est-ce qu'on parle d'un type comme ça quand on est en train de traiter des sujets sérieux? Macron, c'est quelqu'un il est un anachronisme dans le cadre de la scène politique internationale. C'est un anachronisme, ça se voit. Il est anachronique parce que, d'une part, il est président de la France, mais il ne fait rien pour son pays, il ne fait rien pour la France. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand il dit qu'il est président de la France, mais il est là pour détruire la France. Bon, nous, on ne pleure pas sur la France, mais c'est un constat. Donc, c'est pourquoi je parle d'anachronisme. Le fait qu'il ait été placé là pour détruire la France et qu'il ne défende pas l'intérêt de la France
mais utilise la France comme un label pour des opérations qui n'ont rien à voir avec la France, montre qu'il était un anachronisme. Alors aujourd'hui, sa position, sa situation dégénère, parce que sur le tard, les Français ont compris, ils comprennent, les Français, sur le tard, je dis bien sur le tard, ils ont compris, mais ils n'ont pas encore pris la mesure extrêmement grave de la situation de leur pays. De ce point de vue, Macron, c'est un anachronisme. Donc, ce n'est pas lui qui m'intéresse. Je profite de l'occasion de la question de notre frère pour dire que Donald Trump, ce qu'il fait, ça devrait appeler à un sursaut d'honneur de la part des dirigeants du monde, tiré par la Chine et la Russie, qui revendiquent un rôle international qu'ils ont de droit, de par leur puissance, entre guillemets, soumis au droit international, soumis à des coutumes et usages acceptés par tous, n'est-ce pas? Donc, ça leur donne des responsabilités. D'accord. Donc, on ne comprend pas aujourd'hui que le président Maduro ne soit pas encore amené à ses fonctions, à la tête du Venezuela. On ne comprend pas que de nos jours, il n'y a pas. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. D'accord, Monsieur le Président. Merci pour les éléments d'éclaircie. Je vous en prie. Nous allons poursuivre avec la question de Monsieur Jeff Morrison depuis l'Australie, qui dit « Bonjour, Président Banakani. Le Sénat américain a présenté jeudi une résolution visant à limiter la capacité du président Donald Trump à mener de nouvelles attaques contre le Venezuela. Les démocrates et saints républicains ont voté en faveur de la résolution des pouvoirs de guerre par 52 contre 47 voix, garantissant ainsi un vote ultérieur pour son adoption définitive. La dite résolution n'a pratiquement aucune chance d'être adoptée, car M. Trump devrait la signer si elle était approuvée par la Chambre des représentants. Il s'agit néanmoins des gestes significatifs qui témoignent du malaise de certains républicains après que l'armée américaine ait enlevé le président vénézuélien Nicolas Maduro lors d'un raid nocturne. Quelle est votre analyse de cette situation, Monsieur le Président? Merci pour votre analyse. C'est ce que je venais de dire. Donc, mon ami Jeff Morrison, on est en phase. Je venais de vous signifier le fait que c'est bizarrement aux États-Unis qu'on voit un certain élan au niveau institutionnel visant à ramener ce voyou de président sur terre. Mais ce qui est une incompréhension, c'est une incongruité, parce que ce n'est pas des États-Unis que devrait venir cet élan-là. Ça devrait venir du reste du monde, en unité, sur les principes élémentaires de la vie internationale. Je ne parle pas des intérêts, on n'est pas au niveau des intérêts ici. C'est-à-dire, puisque Donald Trump a tué la fonction présidentielle, ce n'est pas Maduro qui a été humilié, c'est tous les présidents qui sont humiliés. C'est-à-dire, il suffit que tous les présidents qui ne sont pas à la tête de pays puissants sont en situation de devoir subir une telle humiliation. Donc, on se serait attendu. Le fameux Sud global, là, il sert à quoi? L'histoire du Sud global, là, c'est ce gros mot-là. C'est maintenant qu'on devait savoir si le Sud global, c'est une signification réelle sur le plan géopolitique. On n'a pas fait une gesticulation purement utilitaire. Purement utilitaire, au sens le plus bas de ce mot-là. Donc, c'est du Sud global que devrait venir un grand élan qui certainement aurait obligé la Chine et la Russie à être plus vigoureux dans leur réaction contre l'infamie qui s'est passée au Venezuela. Ce n'est pas ce qu'on voit, donc. C'est à l'intérieur des États-Unis qu'on voit ça. Je suis très mal à l'aise quand je veux parler des démocrates. Parce que les démocrates ont préparé le terrain pour tout ce qui arrive là. C'est eux qui ont préparé le terrain pour tout ça. Ça me gêne de devoir parler des démocrates. Mais ce sont les démocrates qui sont en première ligne. C'est de bonne guerre. Si on tient compte du jeu politique intérieur américain, c'est de bonne guerre. Mais ce qui est important ici, ce sont les cinq voix républicaines qui commencent à s'élever dans le camp de Donald Trump, qui étaient dirigés d'une manière quasi militaire. Parce qu'il tenait jusqu'alors le parti. Alors, cela est un indicateur des fissures progressives
qui commence à travailler le mouvement MAGA et le camp républicain. C'est déjà un indicateur de voir que, alors qu'il y avait une espèce de discipline martiale dans le mouvement, parce que la tutelle idéologique que Donald Trump exerçait sur ce mouvement était très forte. Alors, on commence à voir des fissures là. C'est ce que révèlent les cinq voix des représentants républicains qui ont soutenu la résolution présentée par les démocrates. Cela étant, mon analyse, mon cher Jeff, c'est ce que je viens de dire il y a quelques instants. Monsieur le Président, en parlant du mouvement MAGA et de la responsabilité, justement, ou l'influence, je vais dire, qu'a eu Donald Trump sur ce mouvement, quand on connaît l'utilité de créer l'affaire dans l'affaire, le pareux théorème de Pasqua, est-ce que le scénario Maduro n'a pas été une belle stratégie pour se faire une image auprès du Congrès lorsqu'on note les antécédents qu'il a eu avec l'affaire Einstein? Est-ce que ce n'a pas été une autre manière pour lui de se faire une image? Et justement, quand on sait les échéances électorales qui sont en cours, qui arrivent en novembre 2026. Oui, votre question, elle est très pertinente, elle est bien fondée. C'est-à-dire que j'avais déjà parlé lors de ma première sortie sur cette affaire, du fait que Donald Trump, il allait revêtir les vieux habits du vieux parti républicain. C'est déjà le nom du parti, du whole party, mais il allait porter les vieux habits que avaient laissé les Bush, les Dick Cheney, tous ces faucons qui justement ont fait le lit de l'avènement du mouvement MAGA, Make America Great Again, qui a porté Donald Trump au pouvoir. Donc, c'est une trahison du mouvement MAGA. Et pour brouiller les pistes, effectivement, puisque l'affaire Epstein a fait beaucoup de bruit, c'est pas la seule affaire d'ailleurs, a fait beaucoup de bruit, toutes les promesses de Donald Trump en vue de liquider l'État profond, on ne voit pas. On ne voit pas ces promesses-là se réaliser, alors qu'il a déclenché des dynamiques qui ne vont pas au bout. Sur Obama, sur le Clinton, etc., sur l'affaire, sur le Russia Gate, etc., on ne voit pas ces affaires-là aller jusqu'au bout. Et la base, MAGA se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Parlez pour l'affaire Epstein. Alors, on a... je vais m'appesantir sur des cas précis. Donald Trump a longtemps surfé sur la rhétorique d'élections volées lors du dernier scrutin. Il a estimé que, son premier mandat, il a estimé que Biden a été élu sur la base d'une fraude gigantesque. Et on a vu les avocats, comme les Sidney Powell, les Rudolph Giuliani, etc., nous dire qu'ils avaient les preuves des trucages électoraux. Mais lorsqu'il a fallu leur présenter ces preuves-là, on n'a rien vu. Et alors, je vous parle, monsieur Rudolph Giuliani, madame Sidney Powell, sont en passe d'être radiés de l'avocature dans leurs différents États. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais tout ça, on voit. On voit tout ça. Alors, on se demande à la fin si, in fine, Donald Trump n'est pas un autre visage de l'État profond. Jusqu'à là? Oui. Les questions se posent. Ce n'est pas un autre visage de l'État profond. Et son comportement ces derniers temps montre qu'effectivement, cette aide-là n'est pas dénuée d'intérêt. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté sur la pertinence de votre question, de votre relance. Il y a un problème. C'est-à-dire que on est là en pleine diversion parce que sur tous les fronts qu'il a engagés, contrairement à ce qu'on croit, la croissance économique n'est pas de retour aux États-Unis. Ça se voit. Son combat contre l'immigration est en passe de se retourner contre lui parce que il y a beaucoup de blocages juridiques que lui opposent les démocrates et avec tout ce que cela comporte, même pour la crédibilité de la signature du président des États-Unis. Parce que les gens, ça va très loin déjà. C'est-à-dire, je veux dire les oppositions. Moi, je suis fidèle à mes positions. Lorsque j'ai soutenu Donald Trump, quand j'étais candidat, je comprenais très bien la bagarre qu'il menait contre l'immigration illégale. Je dis bien illégale. Donc, ça voudrait dire que la lutte contre cette immigration devait rester sur les bases légales.
Or, aujourd'hui aux États-Unis, les adversaires de cette politique soulèvent des oppositions qui questionnent la légalité, le respect de la légalité quant aux procédures qui sont mises en place pour traquer justement les immigrés illégaux aux États-Unis. Donc, il y a tout ça. Le front intérieur n'est pas très reluisant pour lui. Donc, quoi le plus facile dans la pure tradition de la politique aux États-Unis et même ailleurs, de créer une diversion internationale pour justement essayer de déplacer la base sur d'autres questions. Donc, de ce point de vue, moi, je dis que votre question, elle est très pertinente. C'est là, quand je finis de dire ça, je maintiens ma position. Maduro doit reprendre ses fonctions. Et on attend du Sud global, si le mot-là a un sens, on attend du Sud global, on attend du monde multipolaire de se prononcer clairement sur ce que j'appelle les élémentaux de la vie internationale. Alors, on ne peut pas dire qu'on croit au droit international, on croit à l'ONU pour faire la différence. Donc, il faut que Donald Trump soit stoppé par une action globale à le faire revenir sur terre et lui rappeler qu'un certain niveau de sauvagerie n'a pas le droit de citer en plein 21e siècle. D'accord. Nous allons, en parlant justement de questions de souveraineté, nous allons embrayer avec la question de notre camarade M. Diakité Ousmane, depuis le Mali. Notre ami. Oui. Camarade, ça renvoie au militantisme de parti. Effectivement. Allez-y. Alors, lui dit, et je cite, « Bonjour, président Banakani. Le 8 janvier dernier, lors du discours du président français, son Excellence Emmanuel Macron, aux ambassadrices et ambassadeurs en France, on a carrément assisté au fait que ce dernier faisait l'apologie du multiculturalisme au point de s'en ériger comme le défenseur le plus zélé. Comment comprendre cette volte-face quand on sait qu'il y a quelques années encore, il était un fervent défenseur du monde unipolaire? S'est-il repenti? La question de notre camarade. Ou alors, multilatéralisme et unipolarisme riment ensemble? Mais M. Macron, c'est un vagabond idéologique. C'est un spécialiste de la prostitution idéologique. Il n'a aucune statut idéologique digne de son nom. En bon mondialiste, ils ont horreur de la véritable idéologie qui est d'abord une démarche visant à expliquer l'état du monde à partir d'hypothèses solides. Et ensuite, perspectiver, une fois qu'on a fini, d'expliquer l'état du monde. Alors, M. Macron n'a pas ce type de repère. Puisque je vous ai dit depuis, j'ai longtemps dit que lui-même n'étant pas libre, puisqu'il a la propriété des reptiles, comment voulez-vous qu'il soit en capacité de dérouler une cohérence idéologique digne de son nom, ou bien une cohérence stratégique? Est-ce qu'on ne peut pas faire le parallèle? Est-ce que ce n'est pas une manière pour lui de porter l'habit du moine sans être moine, comme il le fait avec le panafricanisme? Totalement. Là même, il faut d'abord qu'il soit même un moine. Parce que pour porter l'habit du moine, sans être moine, il faut déjà comprendre ce que c'est qu'un moine. Il ne comprend rien. C'est un instrument. Macron, c'est un outil, c'est un jouet dans les mains de forces qui sont connues. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, il fait l'apologie du multilatéralisme parce que ça ne sert pas ses intérêts. C'est tout. Il fait ça parce que ses intérêts, comment on dit, s'assied à ses intérêts. Quelle est la posture? Quand il a une situation où le multilatéralisme ne le sert pas, il va mépriser le multilatéralisme. Il va écraser ça, il va marcher dessus. Quand ça l'arrange, il s'en sert. Quand ça l'arrange, il est pour l'unilatéralisme. Donc, c'est en fonction de ses intérêts, c'est en fonction de la situation qu'il revêt tel masque ou tel autre masque. Mais ça n'a rien à voir avec une position digne de son nom. Dans le sens où la France est en capacité dans le monde aujourd'hui de porter une position et de l'imposer. Il faut voir depuis que Macron est au pouvoir. Nous sommes dans une situation où toutes les élites françaises, tous les partis politiques sont unanimes sur un fait. La France a sérieusement dégringolé, elle a sérieusement décliné. Deuxièmement, la France n'est plus écoutée sur la scène internationale. Banakani ne le dit pas.
c'est le développeur et consorts qui le disent. D'accord. Macron lui-même, dans ses précédents discours devant le corps diplomatique des ambassadeurs français, l'a dit à plusieurs reprises. Mais pourquoi il l'a dit? Il faut maintenant, ce qui est important, mon cher Cédric, à souligner en pareille circonstance, c'est de rappeler que cette situation de la dégringolade de la France, s'inscrivant dans la dégringolade générale de l'Occident, mais il y a un mouvement qui l'a déclenché, il y a un mouvement qui l'a précipité, qui a anticipé, c'est le mouvement panafricaniste. Voilà, donc c'est le résultat de ce travail-là. Il ne faut pas parler de ça comme ça, en faisant comme si c'est tombé du ciel. Non, non. Donc, les vrais acteurs du multilatéralisme au sens noble du mot, ce sont les panafricanistes. Et tous ceux qui dans le monde se battent contre l'impérialisme occidental dans ses manifestations les plus variées. Donc, voilà même le cœur du multilatéralisme. Si on veut se démarquer du multilatéralisme institutionnel, qui serait l'apanage des seuls États. Mais on voit bien qu'à chaque fois que les États ont oublié le lien qu'il y a entre les dynamiques institutionnelles visant à défendre le multilatéralisme et le mouvement des sociétés et des peuples, leur position a toujours été faible, fragilisée. Voilà. Donc, mais nous situons au niveau du mouvement des peuples, du mouvement des sociétés, pour affirmer que les véritables acteurs qui dynamisent le champ international en général et en particulier le multilatéralisme, c'est le travail qu'ont fait les panafricanistes, du moins au niveau africain. Je dis bien au niveau africain. Donc, s'est-il repenti? Il n'y a pas de repentance ici en jeu. Il ne s'est pas repenti puisqu'il n'a pas de position. Macron n'a aucune position. Tout ce qu'on sait de lui, c'est que défenseur des riches, défenseur des talentueux milliardaires, et dans l'attente du ruissellement qui va couler naturellement de l'enrichissement des riches. Une fois qu'ils sont assez riches, alors il y aura un ruissellement pour apaiser les pauvres. Ça, c'est ce qu'on sait de lui. Il travaille pour ça, c'est ce qu'il a fait durant ses 2 mandats. Mais hormis ça, ce monsieur n'a aucune position et il n'a pas la capacité de porter les questions multilatérales dans un contexte international aussi tourmenté. Ok, Président. Merci, Président. Nous avons retenu que le vrai multilatéralisme, au sens noble du mot, c'est le panafricanisme. Oui. Alors, nous allons profiter pour lire la préoccupation de tout autre internaute qui se nomme Madame Lado Bernadette de Genève en Russie. En Suisse. En Suisse. Autant pour moi. Comprends votre amour pour Poutine. Partenaire. Quant à leur responsabilité sur la défense et la sécurité de leur pays. Et la sécurité de leur pays. Un. De deux, il défense mutuelle. Défense mutuelle. En cas d'agression, place de l'État-nation, remplir les missions qui reviennent d'office à cet État-là. Il faut rappeler ça. C'est cet État-là. Il faut rappeler ça. Cela dit, sur le cas précis de Venezuela, les Russes, dans le cadre de la coopération militaire, ont vendu du matériel militaire aux Russes, au Venezuela, en fonction de leurs demandes. Nous savons aujourd'hui que le Venezuela est bien équipé, que ce soit surtout en défense aérienne, par exemple. Donc, on sait ça. Donc, nous savons aussi que c'est ça. Donc, nous savons aussi que ce n'est pas faute d'avoir. Donc, nous savons aussi que ce n'est pas faute d'avoir le matériel adéquat qui aurait paralysé l'action de Donald Trump. Elle a continué. Hein. Je crois. La question continue. Non, oui, ça continue. Oui. À la page 3. Cette fois-ci, celle de Kingsley depuis le Canada. Non. Vous avez la question de
Ah oui, monsieur Kingsley, je m'excuse. D'accord. Nous sommes bien évidemment au niveau de la question de Kingsley depuis le Canada. Je confondais avec la suite de la question de Madame Lado. D'accord. Elle dit que, bonjour, Monsieur le Président, quand on sait que le Venezuela, l'Iran et l'Irak figurent parmi les principaux pays producteurs et exportateurs de pétrole, avec une contribution significative dans le marché mondial, si l'on se souvient du rôle majeur des États-Unis dans leur déstabilisation à l'effet de contrôler les réserves pour influencer ce marché mondial des hydrocarbures, est-ce que ce qui s'est passé au Venezuela n'est pas partie intégrante de la stratégie des Américains pour contrer la Chine? Mais M. Kingsley a une très bonne lecture de la situation. Une très bonne lecture parce que un des objectifs de Donald Trump, c'est de chasser la Russie et la Chine de ce qu'il appelle la chasse, l'arrière-cour des États-Unis. C'est ça. Parce que le principe même, c'est que, d'après Donald Trump, dans son étrange conception des relations internationales, il considère que l'Amérique latine désormais, ce sont les États-Unis. D'accord. Donc, il n'y a plus de nation là-bas, il n'y a plus de souveraineté. Il a rayé ça d'un trait. C'est-à-dire, il a même fait, il a dépassé ce qui a été fait avant lui. Hein. C'est-à-dire, il a rayé d'un trait l'existence de nations souveraines, l'existence des souverainetés nationales. Il a rayé ça d'un trait. Désormais, l'Amérique latine, ce sont les États-Unis, et les États-Unis sont l'Amérique latine. Donc, toute cette hémisphère-là américaine, c'est-à-dire, désormais, ce sont les États-Unis. À partir de là, Donald Trump dit ceci, le pays qui va essayer de traiter avec les USA, de traiter avec la Chine ou la Russie, doit être écrasé. Ce serait une déclaration de guerre à l'encontre des États-Unis. Sur cette question, je voudrais rappeler, il y a quelques années, il y a 1 ou 2 ans, nous sommes montés en première ligne contre une loi qui était en votation aux États-Unis dans les 2 congrès. La loi ce qu'ils appelaient la loi pour contrer les activités russes en Afrique et ailleurs. Il faut lire cette loi. À l'époque, c'était les démocrates. Mais regardez la similitude entre la démarche de Donald Trump et cette loi qui avait été votée par les démocrates. On se demande, et voilà un indicateur qui amène les observateurs les plus avertis à insister sur le fait que Donald Trump lui-même c'est un agent de l'État profond, in fine. Parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que il y a une telle... C'est-à-dire il continue carrément dans la dynamique créée par cette loi qui avait été votée sous Biden. Or, il s'est présenté pendant le temps comme un anti-Biden notoire, à la lui-même épidémique. Mais il a repris, il est en train de pratiquer cette loi-là, que les Biden n'ont même pas pu mettre en pratique. Une fois qu'ils ont perdu le pouvoir, et parce qu'ils ont eu affaire à l'opposition des républicains, justement, au Congrès, quand ils ont voulu faire voter cette loi. Puisque après les midterms sous Biden, vous vous rappelez, les républicains avaient pris l'avantage, je crois, à la Chambre des représentants. Voilà. Donc, et à l'époque, Donald Trump était en première ligne pour s'opposer à ça. Voilà. Donc, alors, ça veut dire quoi? Pour revenir, cette loi disait quoi? Cette loi criminalisait tout partenariat entre un pays africain et la Russie. D'accord. C'est-à-dire criminalisait. Et dans cette loi, on était allé même loin en stipulant qu'on peut assassiner quelqu'un pour ça. On devait cibler les leaders d'opinion, les gens comme nous, les hommes politiques, les hommes d'État, les hommes d'État qui s'aventuraient à commercer avec la Russie. Je ne sais pas si vous mesurez la signification d'une telle démarche sur le plan géostratégique, sur le plan politique, sur le plan géopolitique, sur le plan de la légalité internationale. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'on était là, on a dit c'est extraordinaire, c'est déchirer la souveraineté des États, il n'y a pas de mot pour qualifier ça. C'est-à-dire, c'est même plus pire que pendant l'esclavage, pendant la colonisation. C'est même plus pire. C'est une régression extraordinaire dans les relations internationales. Maintenant, Donald Trump est arrivé au pouvoir, il est de retour.
Qu'est-ce qu'il fait? Il pratique ça. C'est ce qu'il y a derrière la capture de Maduro. Et de l'autre, on l'a répété, il a répété. Ses collaborateurs, secrétaires d'État, le bandit de Rubio, c'est un bandit, pour l'appeler comme ça. Voilà, les différents collaborateurs, etc. Allez les entendre parler. Ils disent que nous ne pouvons pas accepter que dans notre arrière-cour, la Chine et la Russie viennent piocher, viennent mettre leur nez. Pendant qu'ils le disent, l'Amérique est la seule puissance au monde qui applique l'extraterritorialité. C'est la seule. C'est-à-dire que la loi américaine, arrêtée en interne, est valable pour le reste du monde entier. Donc, autrement dit, l'Amérique a créé une juridiction universelle dépendant totalement des États-Unis. Deuxièmement, les frontières des États-Unis se confondent avec les frontières de la planète. L'Amérique estime que pour ses intérêts militaires, aucune frontière ne doit être imperméable à son aventurisme militaire. Le même pays, donc, pendant qu'il a construit toute sa puissance sur l'extraterritorialité et une expansion impérialiste illimitée, aujourd'hui vient dire que son hémisphère, le mot est étrange, hein, son hémisphère, son hémisphère, c'est-à-dire l'Amérique latine, il interdit à tous les pays qui sont dans ce qu'il appelle l'ère stratégique américaine de commercer, de faire quoi que ce soit avec la Chine et la Russie. Pour rester spécifiquement, M. le Président, sur le cas. Donc, c'est ça qui a derrière la question de Kingsley, et j'ai dit qu'il a bien vu. Effectivement, lorsque je regarde justement cette question, parce que l'Iran, le Venezuela et l'Irak, c'est quand même environ, d'après les chiffres, 80% des exportations du pétrole mondial. Et puis, je me dis, est-ce que même en régentant le marché mondial d'hydrocarbures, est-ce que l'Amérique a les moyens de sa politique pour justement contrer la Chine, qui est aujourd'hui une première puissance industrielle? Est-ce qu'elle a les moyens? Factuellement, non. Elle n'a pas les moyens de le faire. Maintenant, on se pose la question, pourquoi elle a osé faire ce qu'elle a fait? C'est ça qui alimente le soupçon d'un deal avec les autres puissances. D'un deal. Parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire, vous avez raison. D'ailleurs, je voudrais parler vite. La Chine a pris des mesures. Certes, elle n'a pas pris des mesures militaires, là, à l'instant, mais les mesures économiques, la Chine a pris des mesures économiques pour répondre aux États-Unis. Et d'ailleurs, ces mesures sont l'une des raisons pour laquelle vous voyez, à l'intérieur des États-Unis, ça bouge un peu. Ce sont ces mesures-là, si vous regardez le dossier vénézuélien, vous voyez qu'il a fait trop de bruit Donald Trump, mais à un moment donné, vous observerez qu'il y a une certaine cassure dans la régularité de son déchaînement contre le Venezuela. Pourquoi? Les Chinois ont pris des mesures, les Russes aussi, les Chinois ont pris des mesures économiques qui vont faire très mal aux Américains. Mais ça, il faut être un spécialiste pour le savoir. Il faut être quelqu'un qui fouille pour savoir. Mais au-delà des mesures, on a besoin de l'action internationale pure, digne de ce nom, puisqu'il y a les BRICS, il y a le Sud global, etc. Il y a l'ONU. On attend de la Russie et de la Chine que l'action juridico-politique qui serait consécutive à l'infamie qui s'est passée au Venezuela soit mise en branle. C'est le problème. Ça, on ne le voit pas. Donc, vous ne pouvez pas me noyer de votre question, votre préoccupation. Oui, la Chine a les moyens. D'ailleurs, puisque l'Amérique s'attaque directement aux intérêts de la Chine, directement aux intérêts de la Russie. Donc, on suppose que ces pays-là, ayant des moyens de riposte, vont l'appliquer. Vous voyez, vont l'appliquer. Mais je reviens toujours dans le fond de la question de M. Kingsley pour maintenir ce que j'ai dit. La Chine, depuis près de 20 ans aujourd'hui, s'est lancée dans le chantier de la réécriture de l'ensemble de l'architecture internationale. La Chine a décidé, et ça se voit avec le projet Les Routes de la Soie, et puis les enjeux liés à la dédollarisation. Vous ne pouvez parler que de ça. Ça a commencé avec l'entrée de la Chine à l'OMC. C'est-à-dire, la Chine a décidé que non, les relations internationales vont être désoccidentalisées.
Et cette démarche de la Chine a eu un écho dans les pays du tiers-monde. Ça, c'est d'une part. De l'autre part, la Russie s'est fait le champion du monde multipolaire. Tout ça aussi, ça a eu des échos énormes dans les pays, parlons comme ça, les pays du tiers-monde, dans les pays du Sud, dans les petits pays dans le monde. Et a rendu très proche la réalisation de la grande espérance de tous les pays du monde, à savoir, enfin, on va avoir des relations internationales civilisées. On aurait l'architecture internationale un peu plus adaptée, n'est-ce pas, à l'évolution du monde. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Donald Trump, quand on le voit agir, c'est qu'il est venu dire, nous ne voulons pas de ça. Nous allons stopper ça. Alors, c'est paradoxal parce que la même personne qui veut le faire reconnaît que l'Amérique n'est plus en capacité de diriger le monde. Lui, le premier à le reconnaître, il le dit. Et c'est dit dans le document de stratégie pour la sécurité nationale. Mais la même personne qui le dit veut ramener le monde au Xe siècle. Comment on peut comprendre ça? Donc, c'est une situation extrêmement tumultueuse et dangereuse. On a besoin de repères forts. On a besoin que des initiatives hardies, n'est-ce pas, soient prises dans le sens d'abord de sauvegarder l'essentiel des repères que le monde s'est donné et qui rencontre l'assentiment de l'ensemble de la véritable communauté des nations. Mais on a aussi besoin, n'est-ce pas, de voir que ces pays-là, je le répète, soient en cohérence avec eux-mêmes par rapport à ce qu'ils nous ont vendu, n'est-ce pas, en termes de projet, dans la consolidation de ce qu'ils eux-mêmes appellent l'état de droit international. Le droit international, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce n'est pas ce qu'on est en train de voir. Il ne faut pas que le monde se laisse entraîner sur cette pente glissante sur laquelle Donald Trump veut nous entraîner. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Le monde ne doit pas se laisser entraîner sur cette pente glissante, oui. Cette pente glissante, merci. Sur lequel Donald Trump, le voyou président américain veut nous entraîner. Alors, merci, Président, pour votre analyse. Nous allons poursuivre avec la préoccupation de Monsieur Thuis Bertrand, depuis l'Alaska, aux États-Unis, qui dit, je cite, « Bonsoir, Monsieur le Président Badankani. Avant la capture de Maduro, il faut le dire, la majorité des pays avaient encore un pied dans le système SWIFT. Pardon. Allons-y. En plus des nouvelles architectures financières alternatives. Et pour ne pas subir les affres de la saisie des avoirs russes par les Occidentaux, le Venezuela est sorti complètement de ce système SWIFT. Est-ce que l'épisode Maduro au Venezuela n'a pas été un piège pour la Russie et la Chine de donner un joli alibi aux autres nations qui hésitaient encore de sortir complètement de ce système SWIFT, de le faire? Je ne sais pas si c'est un piège pour la Russie et la Chine dans le sens de la question de notre ami Thuis, si j'ai bien compris. Parce que, si j'ai bien compris, hein, lui, la question va dans le sens d'une sortie complète des autres États qui hésiteraient de ce système SWIFT. Voilà. Donc, de ce point de vue, les Américains, en faisant ce qu'ils ont fait au Venezuela, accélèrent plutôt, encouragent plutôt, n'est-ce pas, les pays qui hésitaient encore de quitter. D'accord. Parce que, contrairement à ce que Donald Trump croit, cette sauvagerie, cette barbarie, isole les États-Unis sur la scène internationale. Et va les isoler davantage. Et pour une fois, il donne des arguments solides, non seulement aux puissances concurrentes des États-Unis, mais à tous ceux qui, dans le monde, avaient encore, parlons comme ça, des liens sentimentaux, une certaine admiration, une certaine fascination pour les États-Unis. Donald Trump a tué tout ça. Ça, c'est l'envers du décor de son action. Il a tué tout ça parce que, enfin, il a réuni le monde entier contre les États-Unis. Ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a réuni le monde entier, l'essentiel du monde entier, la grande majorité des nations du monde ne sont pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire. Donc, il y a ça. Et du coup, l'Amérique se retrouve au cœur de l'actualité mondiale, mais sous un mauvais prisme.
c'est-à-dire dans une position d'ennemi du droit international, de champion de la barbarie internationale, de délinquant international, etc. C'est ça aujourd'hui qu'on voit. Alors, ils n'ont pas le choix, les États-Unis, que de continuer, du moins les républicains qui sont au pouvoir, ils n'ont pas l'autre choix que de s'enfoncer dans la barbarie. Quand ils veulent même expliquer, plus ils veulent expliquer, plus ils sont anachroniques, plus ils sont sauvages. On ne peut pas recevoir ça, ce qu'ils disent. Quand vous écoutez Rubio parler, vous écoutez Trump, vous écoutez le vice-président, vous écoutez toute la clique là, quand ils parlent, plus ils veulent assumer ce qu'ils font, plus ils enfoncent les États-Unis. Donc on est dans cette situation-là. La crédibilité américaine est très entamée dans le monde. Très, très entamée dans le monde. Or, une chose est d'être une puissance, de faire des crimes, mais vos crimes sont très, très relativisés par une image excellente que vous avez, par une crédibilité internationale que vous avez. Sur la balance, bon, vos crimes passent à l'arrière-plan. Mais ici, il y a une inversion. C'est que l'Amérique fait ce qu'elle a toujours fait, mais Donald Trump il est venu le faire de manière très sauvage. Simplement, c'est qu'en le faisant, ça coïncide avec un discrédit total qui frappe l'Amérique. Parce qu'on est à une ère où l'information circule, où tout le monde peut voir en temps réel le fonctionnement du monde. Alors, Donald Trump, qui est un champion de la communication, semble ne pas avoir vu ça. Il pense qu'il va communiquer en choquant. Lui, il mise sur la communication du choc. Et j'ai appelé ça la géopolitique du film. Il est à fond là-dedans parce qu'il croit qu'on est à l'époque où Hollywood dominait le monde, où tout le monde était américanisé, avec l'Amérique dans sa tête. Mais il se trompe d'époque. Ce n'est pas ça qu'on voit, mes chers intervieweurs. Ce n'est pas ce qu'on voit. Donc, de ce point de vue, donc, monsieur le Président, si je veux bien comprendre notre camarade, M. Tuisseux Bertrand, on voit que depuis justement l'épisode de Maduro, visiblement, je ne sais pas, mais visiblement, il n'y a aucun général qui a été limogé au Venezuela. Et il n'y a non plus aucune ambassade fermée américaine fermée au Venezuela. Bon, du coup, l'internaute n'est-il pas en droit de penser à un potentiel piège? Un potentiel piège de la part justement de ces nations-là. Donc, vous voulez dire qu'on a piégé Donald Trump? Effectivement. Ah oui, en fait, c'est ça. Oui, après, parce que, si voilà, je veux comprendre. Parce que il n'a pas été un piège. Mais ici, lui dit plutôt qu'il n'a pas été un piège pour la Russie et la Chine. En fait, je pense que c'était ça l'idée. Ok, d'accord. Oui. D'accord, oui. Ce n'est pas exclu. Merci de cette relance qui permet de bien comprendre ce qu'il voulait dire, parce que bon, je n'arrivais pas à bien saisir le sens de sa question. Oui, c'est une possibilité, parce que dans la géopolitique, il y a la ruse. La ruse fait partie des mécanismes de la géopolitique. Il y a aussi la sagesse. Alors, de ce point de vue, il y a ce qu'on appelle psychologie de la géopolitique. Il y a ce qu'on appelle la psychologie de la géopolitique. La psychologie en géopolitique, elle nourrit pas le tempérament des dirigeants qui s'affrontent. C'est-à-dire que Donald Trump a un tempérament que certainement ses rivaux en termes de puissance ont bien étudié. Il est sanguin, il est épidémique. Il croit que diriger un État, c'est comment on dirige ses propres affaires. C'est l'erreur qu'il fait d'abord. Il croit que l'État, c'est une entreprise, c'est business qu'il faisait quand il était dans ces bêtises-là. Il pense que les États-Unis, c'est la Trump Tour. C'est immeuble qu'il a bâti là. Il pense qu'on gère l'État comme ça. Attention, en géopolitique, c'est très important l'étude de la psychologie des dirigeants. Donc, je sais que les Russes ne jouent pas avec ça. Les Chinois ne jouent pas avec ça. Même les Américains le font. Ils le font. Donc, on a bien étudié le personnage. Il n'est donc pas exclu qu'on l'ait attiré dans un piège et qu'il soit tombé là-dedans. Il ne faut pas exclure ça. Les semaines qui viennent vont nous dire. Parce qu'une fois que maintenant que la propagande américaine, la communication, le film qu'ils ont tourné est en train de se dissiper au fur et à mesure, on va revenir sur la réalité de ce qui s'est réellement passé au Venezuela. Mais contrairement à ce que vous dites, on a limogé un général. Il a été présenté par madame la présidente intérimaire, a limogé un général parce que réellement, il a été reconnu coupable de haute trahison. Mais c'est le seul dans l'appareil. Ce qui veut dire que l'appareil d'État est resté solide et solidaire du président. Ça veut donc dire, donc à partir de là, on peut mesurer la valeur de ce que
l'agité de Trump aller fort au Venezuela. Je vous dis, dans les jours qui viennent, c'est de plus en plus clair au fur et à mesure que les jours passent, ça sera davantage plus clair. Une fois que le monde sera au fait de tout le film qu'on a tourné avec l'IA, les manifestations gigantesques qu'on nous a présentées à Caracas, fake, qui relevaient du fake, les manifestations, bon, la diaspora vénézuélienne, on la comprend. On comprend cette diaspora-là, c'est pas ça le débat. Mais Donald Trump, lui-même, Trump a dit, lui-même avec sa bouche, il a dit. Il a dit que Mme Machado n'est pas aimée des Vénézuéliens. Lui-même, il a dit ça. Il a dit qu'elle ne représentait rien. Donc, pour dire, lui-même, sans le savoir, il passe ses sorties, il est le premier à défendre, à cautionner la légitimité de Maduro. Alors qu'il prétend que Maduro n'a pas de légitimité quand on voit ce qu'il a fait. Alors, en le disant, quand Donald Trump dit que Machado ne représentait rien au Venezuela, il conforte ce qu'a dit Maduro quand il était en confonction. Il y a les images sur Internet, les vidéos sont là. Maduro démontrait que Machado et les opposants ne représentent pas 15% au Venezuela. Il a démontré. Donc, pourquoi je l'appelle ça? Pour qu'on comprenne la gravité de ce qui est fait actuellement au Venezuela et ce qu'on veut faire au Groenland et en passant en Iran, etc. C'est parce qu'il ne faut pas céder à la tentation de dire que ça a toujours été ainsi. Non, c'est l'erreur à ne pas faire. Ça, parce que ça a toujours été ainsi, qu'on ne va pas mesurer la spécificité de ce qui est fait actuellement en disant que non, ça a toujours été ainsi. Donald Trump doit être stoppé. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard et il sera arrêté. Il faut le stopper. Parce que ce qu'il est en train de faire est sans précédent. Pourquoi c'est sans précédent? Permettez-moi d'insister là-dessus, je vous en prie. Vous savez, une chose qu'on soit en situation où un empire domine tout le monde entier, et alors l'empire peut te permettre de faire tout n'importe quoi, ça serait moins dangereux pour le monde puisqu'il n'a pas d'adversaire qui soit à sa dimension. Ça a été ce qu'on a connu pendant près de 10-12 ans, dans la période où on parlait d'hyper-domination américaine. Ça, c'était justement après la chute du mur de Berlin. Le monde entrait dans l'ère de l'hyperpuissance américaine. Vous voyez, à l'époque, les manifestations d'hyperpuissance américaine ne dérangeaient pas trop les gens, puisqu'on trouvait ça normal au regard du fait que le principal rival des États-Unis avait chuté. Et en fait, sa chute n'avait pas été provoquée par une autre puissance. Il est tombé sur lui-même. C'est différent lorsque vous avez 2 ou 3 puissances concurrentes et rivales. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. C'est un niveau d'irresponsabilité qui ne peut que trahir le caractère pathologique dans lequel se trouve M. Trump et l'État américain. Donc, vous voyez qu'on est dans un contexte de rivalité entre 3 puissances qui se battent pour le contrôle du monde, soit pour préserver leurs intérêts, etc. Et quelqu'un s'amuse à vouloir nous entraîner sur une pente glissante d'un choc frontal entre les 3 puissances. Voilà pourquoi je dis que cette situation, si elle est spécifique, et l'erreur serait de croire que non, ça a toujours été ainsi. Ça n'a pas toujours été ainsi. Ça n'a pas toujours été ainsi à cause de cette spécificité géopolitique que je suis en train de souligner. Donc, de ce point de vue, donc, il n'est pas exclu que la Chine et la Russie aient piégé Donald Trump en jouant sur sa psychologie. Et il est tombé dans le piège. Parce que pourquoi? Qui va arrêter la Chine si la Chine fait ça ailleurs? Les États-Unis? Qui? L'ONU? Le Sud global? Quelle communauté va arrêter les États-Unis? Si la Russie fait ça, qui va arrêter la Russie? Nous-mêmes, nous posons la question. Bon, très bien. Vous voyez très bien que il n'est pas exclu qu'on ait piégé Donald Trump. Jusqu'à présent, on peut considérer que la Chine et la Russie ne sont pas, jusqu'à preuve le contraire, dans une telle dynamique. Ils le disent. Mais dans ce cas, le piège a réussi parce que Donald Trump est discrédité sur la scène internationale, les États-Unis se trouvent discrédités sur la scène internationale, en plus de leur décret économique et militaire. D'accord, Monsieur le Président. Si on quittait l'Amérique pour revenir en Afrique, particulièrement au Cameroun, avec
la préoccupation de notre internaute, M. Delano, qui dit, et je cite, « Bonjour, Président Malakani, je me dois de vous confesser que j'apprécie beaucoup ce que vous faites dans le cadre de la lutte pour la libération de l'Afrique. Ma question est celle de savoir pourquoi le gouvernement ne fait rien pour limiter l'accès aux plateformes des réseaux sociaux par les jeunes Camerounais afin d'améliorer la qualité d'information et de lutter contre la désinformation. Merci d'avance. » Je voudrais remercier M. Delano pour cet encouragement. Mais mon frère, la réponse est simple. Hein. Est-ce que l'État camerounais a intérêt à limiter la désinformation de la jeunesse? Vous êtes sûr que l'État camerounais a intérêt à faire ça? On ne comprend pas qu'un État sérieux se désintéresse tant d'un domaine aussi stratégique comme l'État camerounais l'a fait. J'ai toujours déploré cette situation. Ça fait longtemps. Je n'ai pas cessé de déplorer ça. Il fut un moment où nous avait dit, le président, un de ses discours avait dit qu'il devait recruter 4000 agents pour mener le combat numérique dans le sens justement dans le sens que M. Delano est en train de souligner là. Mais comme beaucoup d'initiatives présidentielles, elle est restée sans lendemain. Elle est restée sans lendemain. Il a fallu attendre la crise post-électorale pour mesurer comment quelques voyous, soi-disant influenceurs, ont déstabilisé tout le pays. Pour que l'État camerounais prenne la mesure de son irresponsabilité sur cette question-là. D'accord. Nous avons écouté le président dans sa dernière sortie en fin d'année. Il nous a promis des actions vigoureuses allant dans ce sens. Parce que si on veut lutter contre la désinformation, si on veut lutter contre... puisque le président a dit que c'est en est terminé avec l'impunité qui a régné jusqu'ici, quant à toutes ces personnes qui se livrent à des informations, à propager des fausses informations qui sont de nature à déstabiliser le pays. On attend pour voir, on va voir. On va voir. Mais ce que je pense c'est clair. Je suis stupéfait par ce niveau d'irresponsabilité. On a l'impression que ça arrange l'État camerounais. On a l'impression que ça l'arrange de mener une politique, de laisser les Camerounais, la jeunesse camerounaise être abrutie. Mais c'est oublier que ça peut se retourner contre le pays. On l'a vu lors de la dernière élection présidentielle. D'accord. Donc vivement que les paroles du président, ces promesses se concrétisent par des mesures appropriées à la hauteur de la stratégie de déstabilisation numérique que le pays affronte depuis quelques années. Merci, Président. Alors, nous allons poursuivre avec la prochaine préoccupation de notre internaute qui se nomme Marcel Kolo, au Cameroun depuis Yaoundé, qui dit « Bonjour au président Badakani. Je voudrais partager avec vous une méditation et obtenir votre analyse que je présume pertinente. Si le sport, et en particulier le football, ne constitue pas, autant pour moi, en soi un moteur direct du développement structurel des sociétés humaines, peut-il néanmoins être pensé et instrumentalisé par les États africains subsahariens et par le Cameroun en particulier comme un levier stratégique de puissance, d'influence géopolitique et de valorisation géoéconomique dans un système international marqué par des rapports de force asymétriques. Quelle est votre analyse de cette énième débâcle des lions indomptables à la CAN au Maroc? Merci d'avance. D'abord, je partage l'esprit de votre méditation, Madame Marcel Koulou. Je la partage, oui. Le football n'a jamais développé un pays. Par contre, il peut servir de levier. Il peut servir de levier stratégique. D'accord. Pour l'influence géopolitique, pour la puissance géopolitique et pour la valorisation géoéconomique. Oui, dans un système international marqué par des rapports de force asymétriques. Très belle articulation, oui, c'est clair. D'ailleurs, que fait le Qatar? Prenez un pays comme le Qatar, c'est ce qu'il fait. D'ailleurs, tous ces pays qui courent pour organiser les CAN,
C'est pourquoi? C'est pour essayer de lever, de construire des leviers d'influence. Parce qu'une CAN, c'est une grande tribune qui permet de visibiliser un pays. Sinon, en dehors de ça, il n'y a aucun intérêt. Quel est l'intérêt à dépenser tant d'argent pour une telle compétition qui mobilise de grands efforts infrastructurels qui, souvent après, ne sont pas suivis. Hein? On a l'écho des infrastructures qui ont été construites, pas seulement au Cameroun, ni ailleurs, même plus qu'au Brésil. À la faveur de la dernière Coupe du Monde que le Brésil a organisée, il y a eu des manifestations populaires pour dénoncer ça. Parce que justement, on se disait, après tout ça, qui va même gérer les infrastructures là? Il y a d'autres priorités dans le pays, il y a les questions sociales, etc. Donc, je partage votre point de vue, Madame Koulou, sauf que pour revenir à la question que vous me parlez, vous soulignez, vous me demandez quelle est mon analyse de cette énième débâcle des Lions indomptables à la CAN au Maroc. Mais comment on fait son lit? Comment on se couche? Comment on fait son lit? Comment on se couche? Mes positions sur le football sont connues au Cameroun. Ça m'a valu beaucoup de désagréments pour les partisans du président Samuel Eto'o, qui considèrent que toute critique s'assimile à une haine contre Samuel Eto'o. C'est même un crime de lèse-majesté, puisque loin d'être le président de la FECAFOOT, il a une majesté, et que nous devons tous lui faire des allégeances. Donc, j'ai longtemps dit, il n'y a pas de football au Cameroun. Ouais, je suis clair, je maintiens ça. Maintenant, si le football se limite à courir derrière un ballon et aller dans un stade, s'extasier comme des singes, ok, au Cameroun, il y a le football. Mais si le football, c'est de l'organisation, c'est de l'anticipation, c'est de la structuration, c'est-à-dire une politique, une vision, il n'y a pas de football au Cameroun. Il n'y en a pas. Et ça se voit. On ne peut pas comprendre que d'autres pays investissent dans le football sur le long terme, ont des championnats nationaux extrêmement dynamiques, ont des articulations, ont une politique sportive digne de ce nom. On ne comprendrait pas que le champion de l'improvisation, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une compétition, on prend le taxi pour aller ramasser les joueurs dans le monde entier. Le taxi, on les ramasse, on vient en 2 ou 3 semaines, 1 mois, on bricole après, on attend des résultats. Non. C'est même injuste de croire qu'on va aller battre les pays et les équipes qui se préparent sérieusement. Donc, de ce point de vue, je ne suis en rien surpris par ce qui est arrivé à nos Lions indomptables à la CAN. Je ne suis pas surpris, puisque ceux qui me suivent depuis longtemps savent que mes positions sont claires. Donc, on a besoin d'une vraie... au-delà de la personne d'Eto'o, parce qu'il ne faut pas exagérer, au-delà de sa personne. Il faut que l'État camerounais a assez grignoté le capital que nous avons conquis il y a quelques années, lorsque, à la faveur des prouesses extraordinaires des Lions indomptables, le Cameroun s'est hissé au firmament du football mondial et africain. Donc le Cameroun a accumulé un capital extraordinaire. Depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, l'État s'est installé dans une rente footballistique. Vous voyez, M. Cédric, l'État camerounais s'est installé dans ce que j'appelle la rente footballistique. On n'a pas investi, on n'a plus pensé le football, on n'a plus réfléchi, on a cessé de réfléchir, on a fonctionnalisé le football. On l'a fonctionnalisé, et comme les fonctionnaires savent faire, ils mangent le capital, ne se rendent même pas compte que c'est fini. Donc, ils ont passé le temps à grignoter. Ils pensent que les subventions désordonnées que l'État fait à la FECAFOOT ou bien aux équipes nationales quand elles sont en compétition peuvent tenir lieu de politique sportive. Le Cameroun n'a pas une politique de football sportif. Qu'on ne présente pas les textes et les lois, les textes, qu'on ne présente pas les textes là qui régissent le secteur sportif, c'est pas de ça qu'on parle. On parle d'une politique. S'il y avait une politique, on aurait décuplé le capital engrangé dans les années 90. On aurait décuplé ça. Aujourd'hui, le Cameroun serait en train de discuter parmi les 5 du top mondial en matière de football. Et il y aurait un vrai championnat à l'intérieur, il y aurait une véritable ligue de football, il y aurait
une articulation qui fait que la FECAFOOT fait ce qu'une fédération devrait faire, le ministère fait ce que le ministère devrait faire, les clubs font ce qu'ils devraient faire, etc. Et les joueurs font ce qu'ils font. Et le pays, en matière de football, serait très long aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. D'accord, monsieur. Ce n'est pas le cas. Donc, ça aurait, je ne suis pas surpris de cette débâcle. D'accord, monsieur le président. Pour rester au Cameroun, nous prenons la préoccupation de notre ami Jules Constant Bouya-Mousso, qui dit: Monsieur le président Banakani, lors de son traditionnel discours de fin d'année, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a annoncé un remaniement ministériel dans les jours qui suivent. Mais depuis lors, rien. Est-ce que cette option gouvernementale ne maintiendrait pas le pays dans un statu quo et par conséquent une continuité néocoloniale qu'on connaît, scandale de détournement de l'or, malaise socio-économique, recul des valeurs? Or, lors de vos multiples sorties médiatiques, vous appeliez plutôt à un changement de cap gouvernemental. C'est-à-dire, vous parliez même d'un changement radical, fort du bilan très mitigé des remaniements antérieurs, qui se traduirait par un nettoyage et un balayage de l'endocolonat pour insuffler une nouvelle dynamique au Cameroun au regard des mutations géopolitiques qui s'opèrent en Afrique et dans le monde. Si cette option gouvernementale, remaniement ministériel, est actée, quelle sera la réaction des panafricanistes? Ça, c'est la première préoccupation de notre camarade. Et la deuxième, n'est-il pas grand temps que le patriarche prépare enfin sa succession? Bon, la préoccupation de notre camarade Jules Bouya-Mousso est en phase avec les préoccupations de l'opinion publique camerounaise. Cette opinion-là est dans l'attente du remaniement ministériel. D'accord. Et considère que l'acte fondamental que le président devrait poser à la suite de sa réélection, c'est un remaniement ministériel. Donc il y a une opinion publique l'opinion publique dans sa grande majorité attend ça. Bon, le remaniement ministériel au Cameroun, on en est à combien? On en est à combien? Alors, nous, on n'est pas dans l'opinion. Nous ne pouvons pas nous comporter comme l'opinion. Parce qu'un politicien responsable ne suit pas, s'il tient compte de l'opinion, ne peut pas laisser l'opinion remplacer une ligne politique claire, une démarche politique consciente. De ce point de vue, donc, le NMP est clair. C'est depuis l'année, c'est pas à la faveur des élections, c'est depuis des années qu'on demandait de cap. D'accord. Gouvernemental, pas ministériel, un changement de cap gouvernemental. À la faveur de l'élection présidentielle, nous sommes allés plus loin cette fois-ci en demandant un grand nettoyage. Ce n'est pas une position politique. C'est une nécessité structurelle. Puisque on ne peut pas dire, le président nous a dit depuis des années que le problème qu'il a observé du haut de sa magistrature présidentielle, c'est l'inertie. Or, c'est quoi l'inertie? L'inertie, c'est que l'administration camerounaise est plus qu'un doux, n'arrive plus à se mouvoir parce qu'il est lourd des dysfonctionnements, lourd des manœuvres de ces différents, des manœuvres de la partie supérieure de l'administration qui, à la faveur des options présidentielles en matière de gouvernance, s'est enquisté dans des pratiques qui désormais bloquent le fonctionnement de l'État. D'accord. C'est cela, en plus des scandales que M. Jules a soulevés, des scandales multiples, des gates qui se succèdent les unes les autres. Le dernier gate, c'est la question de l'or. Mais qui passe comme ça? Ça passe comme ça. Pourtant, c'est un scandale gravissime. D'accord, M. le Président. La question de l'or, il y a même la question du pétrole qui est de plus en plus la question pétrolière, qui est soulevée par certains experts, dont Mouta Ambassa, il faut le citer. Il a lancé une alerte sur des perspectives très inquiétantes à court terme dans notre secteur pétrolier. Moi, je ne suis pas un spécialiste du pétrole, mais Mouta en est un. Si ce qu'il dit est vrai, voilà des scandales qui se succèdent, où on voit la SNH se lancer
dans des aventures qui n'ont rien à voir avec ces missions, où on projette où on est en train de lancer la construction de raffineries de manière aventureuse. Donc, Moutambassa, qui est un expert, nous alerte là-dessus. Donc, voilà les dernières, si on peut dire, les dernières séquences, n'est-ce pas, de l'inertie en termes de conséquences dans le fonctionnement du Cameroun. C'est le président qui nous a dit que l'inertie est le problème majeur de notre administration. Il est allé même plus loin. Le président a demandé dans un discours que d'autres pays qui sont moins nantis que nous réussissent dans le projet, réussissent dans la dynamique gouvernementale. Qu'est-ce que nous manque? Le président l'a dit. Il a dit que nous avons tout. Qu'est-ce que nous manque? Alors, donc, en cohérence avec lui-même le président, nous disons que le nettoyage est une nécessité. D'accord, Monsieur le Président. Pendant que vous dites, on entame là la deuxième phase justement de notre émission. Oui, je voudrais terminer pendant que vous annoncez cette deuxième phase-là. Je voudrais dire que l'État, le nettoyage, ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Il faut nettoyer, il faut débloquer les capacités gouvernementales des pays qui sont bloquées. À cause de, je l'ai dit, d'un système de barons qui, chacun, son clan, sont très avancés dans la lutte dans la lutte pour la succession du président et qui, de ce fait, par scandales qui sont dans les tiroirs. Les Camerounais attendent qu'on règle ça. Parce qu'une des manières de débloquer, c'est de traiter les gens liés au scandale, d'arrêter ceux qui ont commis ce scandale, de les mettre en prison et de tirer toutes les conséquences en matière de changement de cap. Voilà. Donc, maintenant, la deuxième partie de sa question, à savoir, n'est-il pas grand temps que le patriarche prépare enfin la succession? Moi, je ne suis pas de ceux qui demandent au président des choses comme ça. Moi, je ne pose pas des questions comme ça au président. Il est question d'abord, de travailler pour être en phase avec la dynamique du pays. Deuxièmement, vous savez, personne n'a demandé au président Idjoa à l'époque de quitter le pouvoir. Hein. Personne. La dynamique propre du système qu'il a mis en place l'a poussé à un moment donné à se retirer et à envisager sa succession. Mais, tout chose était égal par ailleurs, c'est sur ça qu'il faut travailler, de faire les enfants, à savoir, Monsieur le Président, partez. Non, mais ça n'a pas de sens. Non, je ne fais pas les choses comme ça. Ce président parti, ça n'a pas de sens. Donc, à ce niveau-là, il y a une dynamique qui est en cours au Cameroun, qui est en train d'évoluer. Le président connaît cette dynamique-là mieux que nous tous. Hein. Il connaît, de par ses fonctions. Cette dynamique-là, rien ne va l'arrêter. Donc, il est plutôt temps il vaut mieux anticiper. Si on aime le pays, si on a un vrai projet pour le pays, il faut que l'élite gouvernante du pays se ressaisisse et anticipe sur cette évolution-là, de manière à s'assurer que, n'est-ce pas, la continuité de l'État soit préservée et qu'il y ait un véritable changement qui soit à la hauteur des attentes de notre pays. Nous, les panafricanistes, nous continuons à faire notre travail. Notre travail, c'est d'anticiper justement sur cette dynamique-là en insistant sur les priorités qui sont les nôtres. Voilà. D'accord, Monsieur le Président. D'accord, Monsieur le Président, merci pour tous ces éléments d'éclaircie. Monsieur le Président, nous allons ouvrir le standard, se permettez, juste avant de continuer. Ce sont vos prérogatives. Vous savez, cette émission est consacrée totalement à nos internautes. Nous allons de temps en temps, avec votre permission, vous couper pour permettre à nos internautes de participer de façon active à l'émission. Ce sont les exigences de l'interactivité. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous annonçons que le standard est ouvert. Nous annonçons à nos internautes que le standard est ouvert au numéro WhatsApp qui est affiché sur le flyer annonciateur de l'événement. Et le numéro est le 678 90 78 52. Appel WhatsApp seulement.
le 6 78 90 78 52. Alors, le premier internaute est la bienvenue. Merci, Monsieur le Président. Nous allons continuer avec la prochaine question. D'accord. Je voudrais rebondir, Monsieur le Président, sur la question de Monsieur Jules Bouamousso. Est-ce que... Alors, internaute en ligne, vous vous présentez? Oui, vous vous présentez, oui, vous bonsoir. nous dites... Bonsoir, internaute. Vous vous présentez, vous nous dites d'où vous appelez? C'est votre fidèle serviteur Jules. C'est votre fidèle serviteur Jules. D'accord. Bienvenue, Jules. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, je souhaite une bonne heureuse année au président et que le vrai Dieu soit de notre côté cette année comme il a été les années précédentes. Merci, meilleur Tout vœu. d'abord, ma première contribution, elle est de notifier ou de porter à la connaissance de toute la jeunesse africaine d'évoluer énormément dans les sciences d'ingénierie, car être en mesure de répondre. Et ma deuxième question maintenant, c'est par rapport au maire de New York. J'ai l'impression qu'on est en train de nous préparer un Obama bis. Ces derniers moments, je vois une sorte d'écrémage. On lui caresse la peau dans le sens du poil, vraiment le présentant comme quelqu'un de très très bien, vraiment. Et ça ne m'inspire pas confiance. De ce changement de cap, Oui. qui serait la conséquence même de ce qu'il nous a dit quand il a dénoncé l'inertie. Oui, pourquoi pas? C'est possible. D'accord. C'est une possibilité. Donc, qu'est-ce que LNP attend par changement de cap? Il est clair. Changement de cap veut dire on n'a pas besoin d'un remaniement. Le remaniement doit être la conséquence d'une nouvelle orientation gouvernementale qui soit conforme aux attentes de la population. D'accord. Mais je précise bien, débloquer. Il faut débloquer l'appareil gouvernemental. Il faut débloquer l'appareil gouvernemental pour que les scandales cessent d'abord. Parce qu'un gouvernement qui produit scandale sur scandale, ça veut dire qu'il y a un problème. Deuxièmement, il faut que les projets soient bien exécutés, avec diligence et de manière efficiente. Un cahier des charges bien clair. Et à la fin, le cahier des charges n'est pas respecté. Au contraire, le cahier des charges change. Regardez le projet Natigal. C'est l'énergie produite. Et regardez les barrages qu'on a calibrés au départ et en cours de chemin. Et quand on livre le travail, ce n'est plus ça. Donc, le changement de cap, c'est tout ça. C'est qu'il faut que désormais, les projets soient bien exécutés et que les résultats soient palpables dans la vie des populations. On ne peut pas être tous les jours en train, par exemple, de se plaindre de l'inflation. C'est-à-dire qu'au niveau des denrées alimentaires de base. Et en même temps, depuis des années, les routes de production ne sont pas désenclavées. D'accord, Monsieur le Président, c'est noté. Il y a un problème. Je voudrais vous rappeler que des gens partent de l'étranger, des voisins, pour aller acheter les productions de nos paysans, de nos agriculteurs, dans les plantations. D'accord. Vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes même pas conscients du potentiel que nous avons. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupe même pas de la qualité, comment on dit ça, de ce que nos agriculteurs sont en capacité de faire. Sauf quand ça concerne les rentes liées aux devises. D'accord. On a tant vanté les succès du cacao, etc. Mais c'est parce que c'est lié aux devises. Mais on a l'impression qu'on n'est même pas conscient du fait que les étrangers viennent acheter la nourriture. Comment on dit là? Il y a un mot là que j'ai oublié le mot là. C'est-à-dire, même avant, c'est-à-dire, nos planteurs, même, on vient, on leur donne l'argent avant même qu'ils ne plantent. Il suffirait de désenclaver les circuits de production et de s'assurer que le marché intérieur serait inondé par ces produits-là. Et ça aurait un impact direct sur l'inflation et sur la capacité des ménages à avoir les biens de première nécessité à leur portée. Donc, voilà un exemple qui est clair. Donc,
quand nous parlons de changement de cap, c'est dans ce sens-là. C'est fini. Il faut finir avec cette administration qui a passé son temps à être une administration de consommation. Ça, c'est l'histoire de notre administration. Hein. Pendant très longtemps, on a parlé de budget de consommation. Après, avec les contraintes liées aux ajustements structurels, on arrive au budget programme. Mais malgré le budget programme, quand on regarde notre administration, elle est profondément marquée par la mentalité de consommation, de la dépense pour consommer. Mais elle n'est pas dans une logique de productivité, de performance. C'est dans ça qu'il faut l'inscrire. Et pour le faire, il faut justement un changement de cap. D'accord, Monsieur le Président. Il convient justement de rappeler que, compte tenu justement des contraintes liées au temps, nous allons directement entrer dans la troisième phase. Internaute en ligne, bonsoir. On espère que c'est le dernier. Bonsoir. Vous vous présentez, vous nous dites d'où vous appelez. Oui. Et vous posez votre préoccupation. J'appelle de la France. D'accord. Allez-y. On vous écoute. Voilà, moi, j'avais une question en fait, sur la scène internationale. D'accord, allez-y. Sur le positionnement de la Turquie face à la déstabilisation au Moyen-Orient. Est-ce que vous pouvez nous clarifier la situation de la Turquie, s'il vous plaît? D'accord, vous aurez les éléments d'éclaircie certainement. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci. Allez, un autre appel. On prend. Internaute en ligne, bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir, madame. Oui, bonjour. Allez-y, vous vous présentez, vous nous dites d'où vous appelez et vous posez votre question. Oui, je m'appelle Prisca. D'accord. Prisca, je vous appelle du Canada. D'accord, merci, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, Président Mandakani, et bonjour à toute l'équipe. Merci. Et je voudrais vous remercier pour le travail que vous faites. Merci. En fait, ma question elle est très courte, en fait. Vous parliez tout à l'heure de nettoyage, en fait, du gouvernement camerounais. Que pensez-vous, en fait, d'une dissolution? Est-ce que ce n'est pas la même chose? Merci. Merci, merci. Bonne soirée à vous. Merci. À d'autres? D'accord. Monsieur. Internaute en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Vous vous présentez, monsieur? Monsieur Fidèle, en fait. D'accord. L'appel de la Côte d'Ivoire. D'accord, monsieur Fidèle. D'accord. Et salutations d'abord au président, et à toute l'équipe. Voilà. J'ai deux préoccupations. La première préoccupation concerne les relations internationales des grandes puissances, surtout entre les États-Unis, la Russie et la Chine. J'ai l'impression que les États-Unis sont très offensifs par rapport à ces États. Elle attaque toujours en premier et c'est après que ces autres États répliquent. Bon, je ne sais pas pourquoi la Chine et la Russie adoptent toujours cette posture. Donc, bon, je pense que si on perdu dedans, ça risque de toujours déséquilibrer les relations internationales. Donc, j'aimerais connaître un peu l'avis du président dans ce sens. Maintenant, ma deuxième préoccupation concerne le problème du Somaliland, voilà, où on constate qu'Israël vient de reconnaître cette enclave de cet État. Si, et je pense qu'il y a normalement une organisation de l'Afrique de l'Est, on ne l'a pas entendu, et rien du tout. Ne serait-ce que pour condamner Israël pour le fait de venir s'impliquer dans les affaires internes à l'Afrique, voilà. Et puis bon, l'Union africaine, comme d'habitude, on la connaît. Moi, je n'ai pas entendu aussi sa position.
Maintenant, que comptent faire les États d'Afrique de l'Est, sachant que cet État, le Somaliland, est très riche, voilà, pour éviter les velléités de division ou de sécession. Merci, c'est ma préoccupation, ce sont mes préoccupations. Merci, Monsieur Fidèle. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Merci à vous, pareil. Merci à vous. Donc, Monsieur le Président, on va prendre les préoccupations de nos internautes en ligne avant de continuer. Bon, je commencerai par notre ami Jules Quay. Je lui retourne ses voeux. Je lui souhaite vraiment les vœux les plus meilleurs quant à cette année qui commence. Je partage son point de vue sur la question des sciences de l'ingénierie, sauf que ça ne peut se faire que dans le cadre d'une vision maîtrisée de la part des États et dans une stratégie panafricaniste digne de ce nom. Sinon, vous risquez simplement d'être ce qu'on va appeler des producteurs de ce qu'on appelle la notation factorielle pour entreprises multinationales. Donc, il faut que ça soit fait dans le cadre d'une véritable vision maîtrisée de nos pays. Voilà. Je suis d'accord avec lui. Pour le maire de New York, je partage ton point de vue. Hein. Je crois que c'est un Obama bis. Souvenez-vous de l'ancien Premier ministre d'origine indienne qui était Premier ministre britannique. Sunak, Monsieur Sunak. Souvenez-vous. Donc, ce n'est pas nouveau. Il a tous les allures d'un Obama bis. Maintenant, espérons qu'on sera démenti par les faits, mais il a tous les allures d'un Obama bis. De ce point de vue, il faut s'en méfier sérieusement et le suivre de très près, l'observer de très près. Alors, il y a la question de notre ami de la France, le positionnement de la Turquie. Bon, Monsieur Erdogan, il défend les intérêts de la Turquie. D'abord dans le sens de la puissance nationale turque et dans une espèce de restauration du sultanat. Hein? Comment on va appeler ça? Il est dans une restauration du sultanat historique ottoman. Hein? Le grand empire ottoman que nous avons tous connu. Et donc, elle se situe dans cette dynamique. Mais elle est purement impériale. Hein? Elle est purement impériale. Il ne s'agit pas... Et de ce point de vue, je voudrais rappeler que la Turquie est membre de l'OTAN. Les gens l'oublient. La Turquie est membre de l'OTAN. Elle est membre de l'OTAN, ça veut dire ce que ça veut dire. Et quand on regarde les différentes interventions de la Turquie dans les différents champs, dans les différents épicentres de la géopolitique mondiale, on voit bien quelqu'un qui est dans une dynamique très originale, dans le sens où il est difficile de le suivre. C'est-à-dire, on ne sait pas finalement où se situe M. Erdogan. Est-ce que si vous êtes dans une démarche anti-impérialiste, est-ce qu'on peut compter sur Erdogan? Si on est dans une démarche anti-sioniste, est-ce qu'on peut réellement compter sur Erdogan? Quand on voit, en même temps, il dénonce le sionisme globalement, mais sur certains champs géopolitiques, on voit les accointances non avouées qu'il y a entre lui et les dynamiques de l'impérialisme sioniste. Le cas dernier, c'est la question syrienne. La question, ce n'est pas le seul cas. La question libyenne aussi nous interpelle, la question libyenne. On voit très bien le rôle que M. Erdogan joue dans le cadre d'une espèce d'international islamique qui est en apparence incompatible avec son alignement sur le temps, mais dans le fond, quand on voit les antécédents historiques qu'il y a entre l'Occident et un certain islamisme qui est devenu islamisme terroriste, on se pose des questions. Donc, le leader de la Turquie, il faut le prendre comme tel. C'est le chef de l'État turc et il est dans une approche, quand on analyse, d'instaurer la puissance ottomane, la Turquie comme étant une puissance géopolitique à partir de la référence ottomane, historique turque. Je ne devrais pas de savoir réellement
réellement, quand on voit au niveau de la configuration géopolitique mondiale, réellement, c'est pour le compte de qui? Est-ce pour le compte de la Turquie ou pour le compte de lobby qui dépasse la Turquie? La question, elle est là. Et juste à présent, quand on voit, là, il est difficile de répondre. Parce qu'il est très habile. Il le fait avec beaucoup d'habileté. Mais je répète, il est membre de l'OTAN. La Turquie est membre de l'OTAN. Donc, vous avez Priska, qui a posé une question très simple, le Canada. Merci Priska, je te salue aussi. Et d'ailleurs, particulièrement, elle nous demande si, au lieu de parler de changement de cap, il ne faudrait pas dire dissolution. Bon, le président estime que le pays ne traverse pas une crise aussi grave qui nécessiterait la dissolution du gouvernement. Parce que normalement, on dissout un gouvernement lorsqu'il y a une crise grave qui soit de nature à mettre en péril la continuité institutionnelle. Il ne me semble pas que ce soit le cas au Cameroun. Le président estime que ce n'est pas le cas. C'est fort de ça, de cette observation, que nous parlons de changement de cap. Mais nous disons depuis au moins 10 ans. Hein. C'est depuis au moins 10 ans que nous on parle de changement de cap. Voilà. Alors notre ami fidèle de Côte d'Ivoire, il dit qu'il constate que la Russie et la Chine sont sur la défensive par rapport à l'Occident. Non, c'est un point de vue. Hein. C'est à l'apparence. Oui, à l'apparence, on a l'impression qu'ils sont sur la défensive. Mais on ne peut pas dire ça du président Poutine lorsqu'il a décidé de l'opération militaire spéciale. En Ukraine, par exemple, si on parle le cas de l'Ukraine. Et pour l'Ukraine, j'ai toujours dit, les incultes qui racontent que la Russie a envahi l'Ukraine, il faut laisser ce débat-là aux Occidentaux. La Russie n'a violé aucune charte internationale sur l'opération spéciale en Ukraine. Donc, si les gens qui le disent, on est prêt à faire un débat là-dessus. On va le démontrer. Parce qu'il y en a, les Occidentaux, il a envahi l'Ukraine. Non, non. La Russie, qui rend l'action russe en Ukraine légale du point de vue international. D'ailleurs, les pays africains l'ont vérifié suffisamment. C'est pour ça que l'Afrique, une bonne partie de l'Afrique, a soutenu, le président Poutine a refusé de s'aligner sur les sanctions internationales occidentales contre la Russie. Beaucoup de pays africains ont refusé de s'aligner. C'est parce qu'ils ont bien pris le temps de bien analyser cette affaire-là. Donc, de point de vue, les Russes et les Chinois ont l'impression d'être sur la défensive. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Pour la simple raison que quand je sais que je suis fort, quand je sais où je vais, je ne cours pas. Je ne m'agite pas. Les Américains sont perdus, ils sont en faillite. Donc, il demande que son président fasse feu de tout bois pour tromper les naïfs, alors que quand on regarde même la réalité des actions américaines, on voit que c'est plus du bluff, c'est plus du cinéma, c'est plus Hollywood qu'une vraie démarche géopolitique. La Chine et la Russie sont dans une véritable démarche stratégique, dans une vraie démarche géopolitique, quand on voit leurs actions. La dernière opération de la Russie en Ukraine, avec la dernière frappe russe en Ukraine, a fait taire tous les Occidentaux, ils ont fermé leur bouche. Mais est-ce que pour faire ça, Poutine a fait le bruit, s'est agité? Non. Non. Il a frappé en réponse à l'attaque de sa résidence. Et on a vu ce que ça a signifié. On a vu que les Occidentaux n'ont aucune capacité d'interrompre et de détecter Oreshnish. Voilà un exemple. Parmi tant d'autres. Sur la question du bateau Bella, qui a été arraisonné dernièrement, il a fallu que le Poutine dise que je veux voir mes compatriotes libérés. Ça fait 2 jours. Les Américains ont relâché les Russes. Ils ont même dit que non, moi ça n'a rien à voir avec vous, hein. On n'a rien à voir avec la Russie. Ils ont relâché. Sans bruit, tout ça, c'est sans bruit. Donc il faut savoir distinguer l'agitation géopolitique et une véritable démarche d'une puissance qui sait ce qu'elle vaut, qui mesure son poids et qui sait où il va. C'est le cas de la Chine et de la Russie. Je ne pense pas qu'ils sont sur la défensive. Donald Trump a transformé la géopolitique en spectacle hollywoodien pour masquer la faillite des États-Unis. Une puissance sereine comme la Chine et la Russie ne peuvent pas le suivre sur cette voie-là. Alors je termine avec la question de Somaliland. Bon, l'Afrique ne peut pas condamner parce qu'elle ne sait même pas ce que... Est-ce que les Africains savent ce que signifie le Somaliland sur le plan géopolitique? Il faut d'abord savoir ce que c'est même pour se prononcer. Mais quand vous ne connaissez pas ce que vous avez, mais d'autres le voient. Israël, qui est dans sa logique expansionniste, qui est dans sa logique géopolitique, a bien compris l'intérêt d'un pays comme le Somaliland, qui depuis existe, mais n'est pas reconnu
sur le plan international. C'est ça qu'il s'agit. Israël s'est précipité pour le reconnaître, pour déclencher un mouvement juridique au plan international et être en première ligne et anticiper sur les retombées géopolitiques, n'est-ce pas, qui pourraient dégager, qui pourraient être dégagées par les futures reconnaissances internationales de la Somaliland. Donc, du coup, on peut dire que Israël a anticipé dans la pure tradition sioniste. Ok. C'est ça, elle a anticipé dans la pure... Il a raison. C'est un pays très riche, qui a une position stratégique à la compte de l'Afrique qui est extraordinaire, qui a une position stratégique. Il faut rappeler que c'est un démembrement c'est l'ancienne Somalie, qui pendant la guerre civile, une partie s'est déclarée indépendant, et depuis, dans l'attente de reconnaissance internationale, l'Israël a simplement anticipé sur ce besoin-là. Il faut que les Africains se réveillent, il faut que les Africains aient une lecture véritablement panafricaniste de leurs intérêts. C'est ce que nous avons appelé panafricanisme du XXIe siècle. Penser l'Afrique au XXIe siècle dans le sens global, pas seulement l'Afrique continentale, même l'Afrique maritime. C'est-à-dire dans le monde entier, partout, c'est la situation de l'Afrique sur le plan démographique. Tous les Africains du monde entier, et sur le plan de la géopolitique, penser la continentalité et le caractère maritime de nos intérêts au niveau global. Il faut cette pensée-là. Okay. Mais on est désolé de voir que bon, ça n'intéresse pas beaucoup d'États, beaucoup de personnes. Mais nous sommes optimistes. C'est pour ça que nous sommes là, nous les panafricains. Nous allons pousser, nous allons travailler pour qu'on arrive à ce niveau-là. Ok, Président. D'accord, Monsieur le Président. Je crois qu'avec la réponse à cette préoccupation, on va emboîter le pas sur la troisième phase de notre émission qui se décline à faire le bref résumé ou une brève synthèse des réponses que vous avez apportées durant l'émission. D'accord. Concernant la question 1, face aux aventures du régime Trump de vouloir annexer le Groenland et face à l'opposition ferme du président français, M. Macron, envers une telle entreprise, vous avez dit que M. Macron ne compte sur rien. C'est une simple posture qu'il a dans cette perspective de faire opposition à M. Trump. Vous avez dit qu'il est dans une suite d'incohérences. Et concernant Trump, vous avez dit que ce qui se passait avec l'épisode de Maduro relève du banditisme international et que M. Trump doit ramener dans ses fonctions présidentielles M. Maduro. Vous avez également souligné que ce que Trump fait relève de la pure barbarie et de la sauvagerie internationale. Concernant les résolutions du Sénat américain de limiter les pouvoirs du président Trump sur l'initiative d'une éventuelle guerre, vous avez dit que malheureusement, ce n'est pas du rôle du Sénat américain de le faire. C'est un rôle qui devait être porté par les autres États, notamment les États du Sud global. Et vous avez rappelé justement la nécessité pour ces États du Sud global de prendre leurs responsabilités. Sur la question de l'éventuelle reconversion du président français en potentiel défenseur zélé du multilatéralisme, vous avez dit que M. Macron est un vagabond idéologique et qu'il n'a aucune position fixe, sauf si ça sert ses intérêts du moment. En fonction de ses intérêts et de la dynamique justement du moment. Vous avez d'ailleurs également souligné que lorsqu'on parle de multilatéralisme, le panafricanisme est au cœur de ce mouvement-là et donc M. Macron ne peut donc pas être dans cette perspective-là. Concernant la question 4 sur la possibilité d'un effet boomerang à la russe sur le dossier
États-Unis, Venezuela, vous avez dit qu'il ne revient pas à la Russie de se substituer au rôle des pays du monde, dans la défense de la souveraineté des États, mais que ceci doit être une action internationale coordonnée par tous les autres États, donc ça ne regarde pas simplement la Russie. Concernant la préoccupation sur la volonté américaine d'influencer le marché mondial des hydrocarbures à l'effet de déstabiliser l'économie chinoise, fondamentalement industrielle, vous avez dit que l'Amérique, c'est la seule nation qui pratique l'extraterritorialité, que l'Amérique n'a pas les moyens de contrer la Chine. Cependant, on attend de la Chine et de la Russie d'initier les institutions juridiques, vous avez qualifié cela de repère fort, digne de ce nom, pour régenter l'action américaine. Concernant, sur la question de l'éventuel piège sino-russe contre les États-Unis en vue de décourager les autres nations sur l'utilisation du système SWIFT, ex-système nerveux du commerce et de la finance internationale, vous avez dit que Donald Trump a réuni l'essentiel des nations du monde entier contre l'Amérique par l'épisode Maduro. Et donc, la crédibilité américaine est sauvagement entamée dans le monde. Et donc, la thèse du piège ou du potentiel piège international est justifiée car il y a là une nécessité d'arrêter Donald Trump dans ses fanfaronnades. Concernant la question sur la nécessité de la régulation de l'usage des réseaux sociaux au Cameroun, vous avez constaté avec l'internaute que vous avez constaté jusqu'ici cette irresponsabilité et ce désintérêt du gouvernement camerounais face à la question, et vous avez dit que vous avez l'impression que ça arrangerait l'État camerounais. Donc, et concernant sur la question de l'urgence, nécessité de penser le sport en général et le football en particulier dans l'alignement des intérêts africains, vous avez dit que le sport peut effectivement servir de levier d'influence pour la quête de l'hégémonie africaine. Seulement, ce n'est pas encore ce qui est constaté dans les faits, au point de dire qu'il n'y a pas de football au Cameroun. S'il y en avait une, c'est une rente footballistique. Sur la question des projections africaines, dans le contexte géopolitique marqué par le basculement pendant les enjeux du changement au Cameroun qui se veut alternatif et l'utilité d'un remaniement ministériel pour le développement du pays, vous avez carrément dit que l'éventualité d'un remaniement ministériel relève du fétichisme politique, de la sorcellerie politique. Et donc, il y a tout là l'enjeu d'un changement de cap qui n'est pas une option, mais une nécessité pour débloquer la dynamique étatique. Toutefois, vous avez rappelé que cette dynamique est en cours à l'effet de donner une vraie alternative de changement au pays et que rien ne va l'arrêter. Sur ce, nous vous disons merci, Monsieur le Président, pour ces différentes préoccupations que vous avez apportées à l'endroit de nos très chers internautes. Et nous pouvons que vous dire merci, Monsieur le Président. Je vous remercie pour les efforts que vous avez faits pour synthétiser toute une émission. Ce n'est pas évident. Bravo. Merci. D'accord. Et nous disons également merci à Madame Bénédicte pour avoir voulu et accepté partager cette aventure avec nous. Merci, c'était un challenge pour moi. Un vrai challenge. D'accord. D'ici là, très chers internautes, à nous revoir pour une nouvelle production.